Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'ouvrir cet après-midi avec la maison Hermès pour regarder un carré à la loupe. Donc j'imagine que vous savez tous, vous connaissez tous la réputation des carrés Hermès. Mais voilà, là on va se pencher. Aujourd'hui, on va en décortiquer un grâce à nos invités. Cosima Balzan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du studio dessin de chez Hermès, un studio d'importance puisqu'on parle des dessins des carrés, mais pas seulement. Octave Marsal également est avec nous. Bonjour. Artiste, dont dessinateur en fait, c'est ça qu'il faut dire. Oui, exactement. Artiste, dont dessinateur, et vous travaillez depuis pas mal d'années avec la maison Hermès, mais pas que, on va y revenir dans un instant. Cosima, évidemment, tout le monde connaît la maison Hermès, mais vous vouliez quand même rappeler l'origine qui explique certains motifs que l'on va retrouver sur ce carré. La maison Hermès, elle est née en 1837. C'est un harnacheur, cellier harnacheur, qui va donc construire toutes ces parties en cuir qui va relier la voiture, la calèche au cheval. Et il faut attendre en fait 100 ans, 1937, pour l'arrivée du premier dessin sur mesure pour les collections. Auparavant, la maison Hermès vend déjà des carrés de soie, des carrés éventuellement exclusifs des soieries lyonnaises. Et 1937, c'est la rencontre entre Robert Dumas, qui dirige cette maison qui est de la famille Hermès, et Marcel Gandy, un graveur de Lyon, qui rend possible le premier dessin de carré Hermès, qui s'appelle Jeu des omnibus et des dames blanches. Donc on est en 1937. Et donc depuis 1937, ce studio de dessin existe. Quel est votre rôle exactement ? Alors le studio de dessin, c'était vraiment Robert Dumas à l'origine. Robert Dumas qui a vraiment créé le carré Hermès. Il faut imaginer qu'au départ, les carrés de soie, c'est des fleurs, des pois, des papillons, des indiennes. Et Robert Dumas va avoir cette envie, avec cette collection d'objets, qui est un cabinet de curiosité que nous avons en interne dans la maison, qui s'appelle la collection Élie Hermès, de prendre ces objets, de les poser au sol et de composer des dessins, mais plutôt des brides, comme brides de gala, des morceaux de moteur, des chevaux, des choses très contemporaines. Et on a gardé cette idée de contemporanéité dans chacune des époques. Et en fait, après lui, chaque génération de la maison Hermès, donc après Robert, Jean-Louis Dumas, va reprendre les rênes de cette maison en 1978. Et lui aussi va apporter son regard et sa modernité au carré Hermès, en ouvrant sur les cultures du monde, en ouvrant sur des nouvelles histoires. Et après, lui, son fils, Pierre-Alexis Dumas, qui est notre directeur artistique aujourd'hui général pour la maison Hermès, apporte aussi son regard et sa vision sur le monde contemporain de la création et va nous pousser à accueillir des nouveaux talents, des nouveaux dessinateurs pour raconter des histoires contemporaines. Et moi, mon rôle dans ce studio, c'est vraiment d'être un peu un chef d'orchestre, de travailler avec tous ces dessinateurs qui, depuis l'origine, sont freelance, ils sont indépendants, ils travaillent pour eux et ils travaillent aussi avec nous. Et ensemble, on essaye en fait d'imaginer des dessins sur mesure pour nos objets, pour raconter des histoires. C'est peut-être ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et raconter des histoires et d'avoir ce dialogue, cet échange humain et artistique pour créer pas à pas un dessin. Parce qu'on n'arrive jamais dans un atelier d'artiste en lui disant bah, « Tiens, on aime bien ce dessin, est-ce qu'on peut le reproduire pour un carré ?» Ça ne se passe pas du tout comme ça. On commence toujours par un premier rendez-vous de rencontre et dire « Tiens, Octave, qu'est-ce que tu voudrais raconter sur ton prochain carré ?» Avant même de... Comment vous voulez... J'imagine que vous avez une culture, que vous allez voir les expositions, que depuis que vous dirigez ce studio, vous avez une vision d'ensemble. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous dites « Ah ben, ce que fait cette personne-là, je pense, j'ai envie peut-être de la retrouver, de retrouver ce crayon, ce trait de crayon sur un carré Hermès ?» Alors ça, c'est toujours un peu... Déjà, je ne suis pas toute seule, heureusement, parce qu'on est beaucoup. On a beaucoup de têtes chercheuses de talents chez Hermès qui nous aident. On a aussi des gens qui nous écrivent. Donc, on va vraiment regarder à chaque fois... En fait, ce qu'on cherche, c'est nous, on appelle ça des très belles mains. On cherche des gens qui ont une virtuosité, une main, un talent de dessin. Mais pas seulement, parce qu'on peut avoir des très artistes qu'on adore, mais qui n'ont pas un talent de composition. Parce qu'on compose des dessins dans un format. Dans un objet carré, dans un tapis de plage, dans un plaid. Tout ça demande une certaine composition, et cette capacité de composition, elle est essentielle. Et à chaque fois qu'on va essayer de trouver, on regarde évidemment beaucoup de galeries, de foires d'art, d'écoles, un peu partout, de livres pour enfants.
on va à Angoulême, voilà, on cherche absolument partout. Et on essaye de trouver quelqu'un qui a un univers graphique, un univers de création complémentaire de ce qu'on a déjà dans notre famille de dessinateurs. 2018, Des chevaux sous le capot, c'était votre première collaboration. Avant d'en venir à vous, Octave, qu'est-ce qui vous avait plu? Pourquoi vous êtes allé le chercher? Pourquoi vous l'avez contacté? Alors, c'était pas moi à l'époque, parce que Pourquoi la maison Hermès est la allée maison chercher? Hermès, elle avait contacté, je pense qu'il y avait cette main de gravure qui est très intéressante chez Octave. On n'a pas d'autres dessinateurs, on a peut-être un autre, mais qui ne travaille pas exactement de la même manière que toi. Cette main de gravure et puis cette modernité. Vraiment une modernité d'approche dans son dessin, à la fois cette passion pour les ruines qu'on adore, qu'on retrouve peu sur nos dessins, parce que c'est plutôt ta passion pour l'architecture, et puis cette main très fine, très taille douce, qui va être intéressante pour le carré, et qui va ensuite, reproduit sur le textile, va donner vraiment un volume, un corps intéressant. Et ce premier dessin, c'est un dessin de carré homme, je crois. Parce que vous travaillez avec à peu près 80 dessinateurs, effectivement, vous les faites travailler d'année en année, ou en tout cas, c'est mouvant, si j'ose dire. Octave, quand on vient vous chercher pour dessiner sur un carré Hermès, est-ce que vous vous dites c'est génial, est-ce que c'est le Graal? Est-ce que vous dites mais comment je vais faire? Est-ce que ça correspond à ce que je fais? Comment on réagit? Alors, je vais dire oui, c'est un mélange d'un peu de tout, les sentiments. Le premier, pour moi, c'est vrai que je n'étais pas assez familier avec le carré. Je le connaissais d'histoire, d'une importance culturelle pour la France. J'en ai vu chez ma grand-mère, mais j'étais pas vraiment familier avec ça. Et moi, je dirais la chance que j'ai eue, c'est que c'est arrivé au moment où j'ai fini mon master, qui était au Royal College of Art de Londres. Donc en fait, c'est allé assez vite c'était assez naturel parce que j'ai commencé mon premier carré en finissant mon master. Donc j'ai pas vraiment eu cette pause qu'ont eu d'autres artistes de carré où on a vraiment pris le temps de travailler sa pratique. Ça a été assez instinctif. Et oui, c'est totalement un Graal parce que si on a l'attente, on a toute la colorisation. Et c'est vrai que le premier sentiment, c'est d'avoir un dessin qui va sortir de son statut d'image pour aller vers quelque chose qui est porté, qui est vivant, avec de la lumière, de la couleur. Donc ouais, je dirais que c'était assez incroyable. On est passé rapidement quand même parce que Cosima parlait de dessinateurs virtuoses. Je crois qu'effectivement vous avez un parcours et c'est peut-être pour ça qu'on est venu vous chercher si tôt. Un petit mot très rapidement sur vos études et votre parcours. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était architecte et prof d'histoire de l'art. Du coup j'ai beaucoup été Vous êtes tombé dans la marmite, quoi. Tombé dans la marmite très tôt. Pourtant, j'étais vraiment un élève pas du tout facile. Je me suis fait virer de tous les lycées et tout ça. Mais après, j'ai eu la chance de faire donc une prépa et j'ai fait la Sainte Martin School en Beaux-Arts et ensuite un master au Royal College of Art de Londres en Beaux-Arts, qui était vraiment extrêmement dur et extrêmement fastidieux, mais qui m'a apporté beaucoup dans le procédé artistique à comprendre. Et je pense que voilà, c'était très bien net pour moi avec les anglo-saxons. Alors on va s'arrêter, je le disais, ce n'est pas votre première collaboration entre Hermès et vous-même, mais l'histoire de ce dessin, le philatéliste du Faubourg, Cosima, vous leur laissez carte blanche ou vous dites il faut que ça corresponde à la thématique de l'année, à telle collection? Alors non, pas du tout. C'est vraiment une vraie carte blanche, c'est un échange. On peut à la fois avoir des dessinateurs qui nous proposent une idée, une histoire. Ça peut être un mot, ça peut être un petit croquis, une toute petite chose. Ou alors, on va leur proposer des sujets. C'est vraiment un échange. Mais ce qui est intéressant dans notre travail, c'est que dès le premier rendez-vous avec le dessinateur sur un nouveau dessin, dès les premiers croquis de composition qui peuvent être vraiment, c'est pas ton cas, mais des gribouillis, des choses très, très, très schématiques, on va scanner ces carnets ou ces dessins et on va les imprimer tout de suite à l'échelle 1 de l'objet. Parce qu'on a besoin toujours, tout au long du processus de création d'un dessin, de se confronter à l'échelle 1 de l'objet qu'on regarde. Donc on l'imprime, on le pose au sol et on le regarde debout. Le philatéliste du Faubourg, alors l'histoire, quelle était l'inspiration, Octave? Alors l'histoire est partie d'une conversation avec le studio dessin sur une relation épistolaire entre Émile Hermès et sa femme Julie Hollande. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il existe chez Hermès la collection Émile Hermès, qui est une magnifique collection dans laquelle on a accès. Donc c'est vrai qu'il y avait un rapport entre collectionneur et philatéliste, quelque part, qui se rapproche. Et après, pour moi, avant de rentrer dans des dessins qui sont des petites mini-scènes,
interprétations d'un timbre avec Hermès, c'était aussi un rapport à ces timbres monochromes du 19e qui ont complètement disparu et qui sont devenus maintenant des vrais objets de collection parce que on envoie des mails et plus personne vraiment fait des lettres. Donc c'était aussi un hommage à tous ces petits dessins que j'ai toujours aimés, à ces mini-gravures. Et je pense qu'après, ça a été un long jeu de composition. Ce qui est intéressant, c'est que le dessin a été fait en une fois. Donc c'est donc un grand carré de 1 mètre sur lequel je suis venu dessiner à chaque fois. C'est ça, parce que c'est la question que je vous posais, pardon. Tout à l'heure, moi, je me demandais si vous aviez fait plein de petits dessins et que vous les aviez assemblés ensuite. Non, vous êtes parti directement. Voilà, je suis parti directement. Ce qui était intéressant après, c'est de savoir qu'on a décidé de ne pas mettre les pays. Donc en fait, à la base, il y avait des noms de pays, mais c'est vrai qu'on a décidé de les enlever pour avoir quelque chose de plus onirique. Et ensuite, l'interprétation, ça a été de rapprocher des éléments graphiques que j'aimais avec l'histoire de la maison Hermès. Donc là, on peut voir qu'il y a le parfum que j'aime beaucoup, H24 en architecture. On a aussi des petits jeux poétiques entre un Birkin à droite et une map monde. Donc tout était un jeu à chaque fois de composition. Ça a été assez agréable à faire comparé à d'autres carrés qui étaient plus longs dans la composition générale parce que là, on pouvait être à chaque fois sur un petit détail. Mais quand on regarde, vous m'étonnez de dire que vous avez eu plus complexe, parce que quand on regarde cette tête de cheval, qui est une toute petite partie du carré. Ouais, alors ça c'est vrai qu'en plus ça c'est un hommage à un ami à moi dessinateur qui s'appelle Théo de Gels, qui a fait devant moi un cheval en fleurs. Et c'est vrai que là je l'ai un peu copié et je me suis dit tu vas prendre un cheval et tu vas essayer d'en faire un avec des fruits. Ce qui est intéressant, c'est quand on peut voir la selle, on peut voir qu'il y a un contact avec l'autre timbre. Donc en fait, là, j'ai commencé à me dire qu'on pouvait raconter des histoires entre les timbres. Et ça, c'était aussi une ouverture assez intéressante. Et par exemple, la chaise qui a été faite avec une boucle équestre. Donc voilà, après, c'était comment essayer d'associer la maison sans être trop too much. C'est-à-dire que je voulais pas non plus être trop dans les objets Hermès, mais y aller un peu progressivement. C'est pour ça que, par exemple, là, moi, j'aime bien le sac qui est en fait un paysage avec un ruisseau. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des petits objets, mais qui ne sont pas non plus, je dirais, omniprésents. Je voulais qu'on sente aussi l'esprit un peu de gravure et pas non plus que la dédicace aux objets Hermès. Deux questions du coup. Une question pour vous, c'est au crayon gris, c'est au crayon papier, c'est au stylo, c'est avec quoi? Alors on a une vraie étape de composition au crayon papier. Où on va venir montrer déjà une première fois le carré avec du crayon HB, 2B, toujours assez fin. Et ensuite, il y a toute une partie au Rotring ou au Staedtler, qui sont des petits stylos très fins que j'utilise. Mais en fait, on a une grande liberté une fois qu'on se lance. Je vais dire que c'est vrai, il y a beaucoup on va beaucoup parler quand on va être au crayon. Et ensuite, c'est vrai qu'on va se lancer au stylo. Et là, on a une liberté qui est assez géniale. Parce que vous en parliez, Cosima, il y a beaucoup d'échanges. Ensuite, une fois que Octave vous a présenté l'idée générale, même si ça prend du temps, il y a beaucoup d'allers-retours, de discussions, de dialogues. Il y a autant d'allers-retours que nécessaire en fait, en fonction du sujet, du dessinateur, de ses questions. Voilà, je pense qu'à partir du moment là où le principe de la composition a été posé, le principe des timbres, effectivement, on a décidé de retirer le nom des pays, de mélanger des objets existants et des objets inventés, et de faire des choses un peu comme ça, oniriques. Après, Octave s'est lancé, et nous, on le connaît depuis très longtemps, on a confiance, et on sait qu'il va très bien travailler. Donc, il n'y a pas... On regarde, enfin, il nous appelle pas à chaque timbre, par exemple. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide que ça. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il n'y a pas des idées qui ont été récupérées par les studios, parce que quand on voit, ne serait-ce que la chaise avec la boucle, je trouve qu'il y a des idées pour les créateurs maison de reconversion, en tout cas de transformation des objets qui sont assez étonnantes. À peu près 6 mois, je crois, vous étiez en train d'y réfléchir tout à l'heure, mais... Le temps passé à dessiner est assez relatif, parce que c'est vrai qu'on le fait, même si on va avoir le dessin, on va le faire quand même petit à petit, mais sur des grandes sessions journalières. Mais parfois, c'est ça qui est bien d'être en freelance aussi, c'est qu'on peut arrêter, penser à autre chose. Donc, il y a un temps qui est très très long. Je dirais aussi qu'il y a eu la surprise de voir le carré fini, fait que tout le procédé, en minimum, c'est 2 ans, même si parfois on peut aller vers d'autres artistes 2 ans et demi, 3 ans. Donc il y a tout un travail d'attente. Et ensuite, c'est vrai qu'on prend vraiment le temps de le faire parfaitement, quitte à revenir parfois dessus un petit peu. Donc on
On va vraiment, il y a cette notion de temps. C'est vrai que moi, on me demande beaucoup combien de temps tu mets pour faire un carré. Et j'ai un peu du mal à répondre parce que j'ai l'impression de travailler assez vite, mais beaucoup. Donc, voilà. Et puis il y a l'importance aussi, vous parliez tout à l'heure, Cosima, de se mettre au-dessus pour observer, de laisser le temps peut-être de temps en temps de reposer, de revenir après dessus. Pour toute création artistique, on entend beaucoup les créateurs nous dire, de temps en temps, il faut savoir prendre le recul pour mieux le regarder ensuite. C'est pour ça que quand on travaille avec des dessinateurs, on passe pas de commandes, on donne pas de brief, il n'y a pas de deadline, parce qu'on a besoin et on est convaincu que pour avoir le plus beau dessin, parce que c'est ce qui nous anime en fait tous, il faut du temps. Et il y a ce temps de création, qui est ce temps incompressible pour le dessin. Voilà, si dans un projet, on doit accélérer les choses parce qu'on a vraiment besoin du dessin dans un temps très précis, bah, si c'est au détriment du dessin, c'est pas possible. Donc tant pis, on attend et ça attendra une prochaine collection, c'est pas grave. Vous l'avez dit, ce que vous fournissez finalement à la maison Hermès, c'est un dessin en noir et blanc. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que moi, je suis un des très peu de dessinateurs qui travaillent en noir et blanc. J'ai déjà essayé de composer en couleur, mais ça a marché une fois, mais sinon, c'était pas terrible. Même de coloriser, c'est pas terrible. Du coup, c'est vrai que moi, ma chance, c'est que le studio dessin va le faire pour moi. C'est vrai. Donc, ce qui rajoute aussi de la difficulté picturale pour les autres artistes, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui travaillent directement en couleur et je trouve ça encore plus impressionnant techniquement. Mais on arrive souvent à des colorisations qui sont pour moi très, 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 très belles quand même. Je trouve que même si je ne travaille pas la couleur, je suis toujours extrêmement surpris de la qualité de la colorisation. Parce qu'aussi il y a l'expérience de toutes ces couleurs qui sont choisies. Et c'est vrai que sur ces coloris-là, bah, je les trouve tous magnifiques. Le multicolore est superbe. Moi qui suis dessinateur noir et blanc, ça me touche toujours beaucoup de voir un carré en noir et blanc pur en blanc. Mais c'est vrai qu'après porter, voilà, il y a des couleurs avec les fonds foncés qui sont très beaux. Donc c'est assez troublant à chaque fois de découvrir son dessin en noir et blanc. Celui-là reste quand même assez en hommage à la gravure, donc on va pas être non plus... ils auraient pu mettre des fonds derrière les timbres, ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est aussi un choix que je trouve qui respecte aussi la collaboration artistique et le dessin de base. C'est intéressant, ça, le respect, parce qu'à un moment donné, le dessin, j'allais dire, il échappe. Non, mais il passe entre les mains des artisans. Tout à fait. Et puis il y a vraiment cette... faut quand même imaginer que le dessinateur travaille pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, quelquefois, sur son dessin. Et puis au bout de 2 ans, il nous le confie. Donc c'est un moment que je trouve toujours très émouvant parce que déjà c'est un moment d'accomplissement où on est toujours extrêmement joyeux de recevoir ce dessin. Et puis c'est un moment de confiance parce qu'il nous le confie et puis il ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va le revoir. Et en général, quand il le revoit, c'est sur la soie, colorée, pas dans une seule couleur. On a aussi des dessinateurs, et heureusement, qui travaillent en couleur. Et ce qu'on appelle le coloris maquette, qu'on reproduit ou pas. Parce qu'Hermès est vraiment libre de la coloration des carrés. Et donc, il va le retrouver peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, sur le carré, décliné en plein de couleurs. En général, c'est plutôt une joie. Enfin, il peut y avoir des petites déceptions, j'imagine, quelquefois. Mais ça arrive très peu, ça arrive très peu. Et c'est vrai que c'est aussi pour moi quelque chose d'important, c'est qu'on va découvrir donc le carré au podium. Le moment où on va donc découvrir l'ensemble des carrés. On est accompagné aussi par les autres artistes qui ont fait eux-mêmes des carrés. Et c'est vrai que ça enlève toutes sortes de concurrence entre nous. Il reste que de l'admiration, de composition. On voit des projets finis aussi. Et ça, c'est aussi le fait qu'on ne communique pas les chiffres de vente, qu'on n'a pas que tout est décidé pour chaque artiste différemment. Donc on n'a pas des thèmes aussi qui sont des dessins. On va se dire ça ressemble. Donc ça, moi, je trouve ça important de le dire, qu'il n'y a pas du tout de concurrence et que ça reste très... très, très, très sain. C'est une œuvre collective. Ouais, c'est une œuvre collective. On commence après à comprendre le choix des philosophies, des maquettes au bout d'un moment. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on comprend que c'est aussi un choix sur le long terme. Donc ça, c'est vrai que la notion au temps avec Hermès, au début, c'est très dur parce qu'on va attendre... C'est extrêmement long. On a l'impression qu'on a fait un carré, mais qui ne va jamais sortir. Et moi, j'ai eu la chance de commencer jeune encore. Donc, j'ai vu d'autres dessinateurs qui n'ont pas eu cette chance où c'est plus long. Mais voilà, c'est toujours pour la bonne cause. Mais après, super. Quelle fierté, j'imagine, quand vous voyez ce carré porté au cou, à la ceinture, que sais-je, porté par quelqu'un. Ouais, la grande première fierté. fois, qu'est-ce que ça fait? C'est un sentiment magnifique, surtout qu'on va le voir souvent scénographié dans le magasin, parfois avec une lumière. Je dirais que finalement, le plus, on le voit pas, j'en vois porter, mais
J'ai déjà arrêté des gens et tout, mais on a l'air un peu chiant, donc on le fait pas trop. Mais par contre, les proches, ça, on voit l'effet. Oui. C'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, les amis proches, ça, on le voit. On voit l'effet que ça fait d'offrir un carré, de pouvoir dessiner sur la boîte pour les fêtes et tout. C'est toujours là, on ressent la symbolique de l'objet, en tout cas. Incroyable. On a parlé de la couleur, mais la couleur, elle est faite, je le disais, par tous les artisans aussi. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. C'est qu'une fois qu'on l'a décidé, derrière, il y a tout ce savoir-faire artisanal du passage en couleur, des graveurs. Est-ce qu'on peut en dire un mot, Cosima? Alors c'est vrai, effectivement, c'est un processus très collectif. Donc à partir du moment où le dessin est terminé, il y a d'abord un choix de le mettre en collection. Effectivement, dans la collection, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de nouveaux dessins, des dessins qui vont dialoguer les uns avec les autres. On ne peut pas avoir que des dessins de timbre dans une collection, il faut qu'on en ait un, et puis d'autres qui racontent d'autres histoires. Et ensuite, quand on a décidé ça, il va passer dans la main de nos graveurs. Nos graveurs, c'est des artisans qui sont présents d'ailleurs ici aujourd'hui et qui vont vraiment zoomer dans ce dessin et reproduire au plus proche de la main du dessinateur chacun des détails des dessins et permettre cette impression au cadre plat à la lyonnaise qui va permettre une décomposition par couleur de dessin, donc un cadre par couleur. Donc, ils vont vraiment faire un travail très minutieux qui va prendre, dans le temps le plus court, 6 mois, qui peut prendre aussi 1 an et demi, avec plusieurs personnes éventuellement. Et on va décomposer ces couleurs. Et après ça, on va donner ce travail de cadre et de décomposition à nos coloristes qui vont travailler en écho à des gammes de couleurs que nos directeurs de création leur donnent et qui vont faire ce qu'on appelle, nous, tourner les couleurs sur chacun des carrés. Et effectivement, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut voir, il n'y en a pas toutes les étapes encore, et toutes les étapes, mais c'est ce que l'on peut découvrir sur le stand et les artisans qui sont là. Vous ne l'avez pas encore vu en direct, Octave, donc je ne vous poserai pas la question. Il a essayé la gravure. Si, j'ai essayé la gravure et ouais. C'est extrêmement impressionnant. Et ça, je pense que moi, c'est la première fois quand j'ai compris qu'on redessinait entièrement notre dessin. Et on peut le voir là. Pour moi, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose à la ligne près, alors qu'il y a quand même des gens qui l'ont recopié en entier. Et ça, c'est vrai que j'ai déjà demandé à des grands dessinateurs, Jean-Louis Seva, Henri Dorigny, et ils m'ont toujours dit que pour eux, c'était la magie aussi de... On voit tous notre dessin extrêmement bien reproduit à la perfection, et ça reste la magie. Oui, parce que c'est une reproduction intégrale. Ouais. Certains graveurs doivent se dire parfois, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête à ces dessinateurs? Ah non, ils adorent. Ah ouais, c'est un challenge à chaque fois. À chaque fois, plus c'est compliqué, plus c'est nouveau, plus ils se disent, ah là là, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et c'est ça qui est intéressant dans ce dialogue qu'on propose chez Hermès, artiste-artisan, c'est que le dessinateur, l'artiste va venir bousculer l'artisan, qui va toujours relever des défis, inventer des nouvelles solutions. Et aujourd'hui, nos graveurs, ils savent absolument tout faire. Mais tout faire. Rien ne leur fait peur, finalement. Et d'ailleurs, d'où vous vient ce trait de crayon inspiré de la gravure? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire de l'architecture, mais après, je me suis rendu compte que j'étais mieux dans la représentation de l'architecture que dans l'architecture. Fallait faire des maths, des trucs. J'étais pas dans les bons. J'avais 40 points de retard au bac et tout. Je me suis dit, bon, tu vas pas réussir à faire architecture. Mais ça a toujours été une passion du dessin. J'ai eu la chance de voir beaucoup d'expos très jeunes, l'Italie, beaucoup. Je suis très inspiré par Durer, Piranèse. J'ai commencé le tatouage très tôt aussi. Donc voilà, j'ai toujours été inspiré par ce trait très fin et notamment les gravures du 19e, toute cette étape de la gravure et aussi une passion pour les architectes qui n'ont pas représenté. Jean-Louis Boulet, Étienne Louis Boulet, Pierre Hanez, toute cette même Claude Parent des plus contemporains, mais en tout cas j'ai toujours aimé la vision de l'architecture qui n'a pas été faite. Et c'est pour ça que ça m'anime aussi de pouvoir dessiner. Et le rapport à la technique, en fait, j'ai compris vite qu'on ne nous apprenait pas à dessiner beaucoup dans les écoles d'art aujourd'hui, ce qui était très différent d'avant. Du coup, moi, je me suis dit, bon, tu vas essayer de rentrer dans la technique parce que sinon, ça va être plus dur. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé avant. Et après, je dirais que quand même, les études d'art nous offrent la possibilité de pouvoir travailler notre pratique plus longtemps, mais Hermès, ça reste un jeu de narration qui est très important. Je dirais qu'il y a tout un aspect intellectuel qui est aussi poussé par une attente très précise et très grande. Donc c'est vrai que nous, on a une réflexion en tout cas de narration et de composition qui est très poussée. Moi, je crois que c'est parmi les dessins en tout cas les plus poussés en termes de composition, de narration. Il faut penser à tout. Et ça reste un défi. Là, par exemple, je dois repenser un carré. Et on recommence entièrement le procédé.
avec tout ce qui a été fait derrière, de se dire, bon, bah voilà, je vais représenter quelque chose. Et c'est pour ça que ce dessin est assez contemporain, c'est que ça reste un style très 19e, mais étant donné que je pense rester un peu jeune, il y a quand même cet aspect un peu de notre temps qui fait qu'il y a des petites choses qui sont un peu modernes, quoi. Et on le voit, la couleur peut rendre aussi les choses totalement différentes. Quand on est d'une couleur à l'autre, on a l'impression qu'on n'est pas à la même époque, finalement. Ouais, c'est drôle, la couleur, c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a vraiment cette espèce d'alchimie entre le dessinateur, la gravure, la couleur. Et en fait, dans une collection avec toutes les variations de dessins, de styles, d'histoires différentes, de compositions différentes, de formats, ou même de matières différentes, c'est par la couleur qu'on lit la collection, par les gammes de couleurs de la saison. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un magasin Hermès, c'est rangé par couleur. Donc les gens viennent par couleur, et puis après, alors il y a les collectionneurs de carrés qui viennent acheter un carré d'octave, ça existe aussi, mais il y a quand même cette magie de la couleur qui va venir vraiment effectivement modifier totalement le dessin. On peut avoir un dessin qui devient nuit ou jour, finesse ou totalement multicolore. La couleur est... Il est sorti en combien de couleurs, celui-ci, vous savez 8. 8 couleurs. Il est sorti en 8 couleurs. Eh oui, c'est vrai. Non, 2, 4, 6. Oui, c'est ça. C'est plus le même carré que l'on découvre. Cosima, on arrive doucement à la fin de la conversation. Vous l'avez dit rapidement, mais comment vous allez chercher, enfin, ou comment vous découvrez les dessinateurs de demain? Parce qu'il y a tous ceux qui sont déjà connus, plus ou moins connus, mais je crois que vous travaillez un petit peu avec les écoles et tous les deux, c'est ce qui vous anime aussi. C'est vrai que on cherche partout. En fait, le talent, il est partout. Peu importe l'âge, la culture, la façon de dessiner, même l'outil. On a des dessinateurs qui dessinent entièrement à la main, d'autres qui dessinent entièrement à l'ordinateur, d'autres qui utilisent les deux. C'est vraiment une histoire de maîtrise de sa main et de virtuosité du trait. Alors oui, effectivement, les écoles, c'est un vivier merveilleux, déjà parce que ça nous fait du bien de voir la jeune création contemporaine, d'être bousculé un peu par leurs idées, leurs envies, leur vision du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime aller chercher chez eux. Et puis, découvrir un talent à l'école, c'est ce qui arrive à Octave, au moment des diplômes. C'est merveilleux. Puis il y a vraiment cette fraîcheur, cette envie de collaborer. Parce que vraiment, dans notre travail ici, un artiste installé qui a envie d'avoir une expression artistique totalement libre, avec une carte blanche absolue, c'est pas ce qu'on peut lui proposer chez Hermès. On a besoin de travailler avec des gens qui ont envie de ce dialogue, de cet échange. Et c'est vrai que dans une école d'art décoratif, on arrive à trouver ça, et des gens qui ont envie d'essayer, qui ont envie de... Voilà, donc c'est une des façons de chercher. On collabore avec des écoles d'art chaque année, on fait des workshops créatifs, on leur propose des sujets de réflexion, même au-delà du dessin. Et on a même eu la chance de pouvoir monter une chaire du dessin Hermès à l'école des arts décoratifs de Paris. On en rentre dans la 3e année de ce soutien. Et vraiment l'idée, d'ailleurs tu en as parlé, c'était comment est-ce qu'on peut aider à travers cette chaire à renforcer l'enseignement du dessin dans les écoles avec de nouveaux profs, de nouveaux workshops, des propositions d'ateliers, de voyages de classe autour du dessin, et vraiment pour créer des vocations, on l'espère. Un petit mot là-dessus aussi, Octave, sur créer des vocations et sur la relève. Alors, moi, ce que je conseille à des amis artistes qui veulent faire des carrés, ce que je leur dis souvent, c'est que c'est possible, mais je leur demande de travailler dans leur coin pendant très longtemps, parce qu'en fait, le problème, c'est de la projection dans le carré. Si on ne s'imagine pas des carrés, même en petit, comme nous on fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait si on voulait faire des carrés, on ne peut pas se projeter avec un portfolio. Et même moi, c'est vrai que quand m'en parlent mes amis, j'ai tendance à leur dire, commence à travailler 6 mois sur plein de propositions et on verra, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une projection directement de composition. Moi, je travaille souvent des petits dessins de 33 cm parce que je sais que quand on les reproduit, ça fait 90 en 3 fois. Mais donc, ça reste aussi des intentions créatives sur le carré, sur les coins, sur l'objet, sur ce que raconte. Donc, c'est vrai que l'exercice n'est pas facile. Et d'ailleurs, pour moi, les artistes de chez Hermès sont les meilleurs artistes picturaux que je connaisse. Hugo Bienvenu, Elias, Yann Batic. Pour moi, c'est vrai que ça reste exceptionnellement incroyable. Donc, c'est vrai que le niveau est très, très haut. En tout cas, quand je compare, même pas moi, mais les autres artistes, je trouve ça un niveau très, très, très doué et beaucoup de talent, mais surtout dans la composition. Donc voilà, pour finir, je dirais que c'est possible, mais pour moi, il y a un vrai travail intellectuel et pas se projeter juste avec, par exemple, si j'avais juste montré mon portfolio,
de mes œuvres qui sont des ruines et tout, bon bah, je ne pense pas qu'on aurait fait des carrés ruines, tu vois. Donc il y a quand même une projection. Ah, ça se réfléchit. Ça Moi, se je réfléchit, pense ça se que... On en a déjà fait. Non, mais surtout, en fait, on va pas forcément regarder. L'univers artistique, c'est une chose, mais on va surtout regarder la main. Parce qu'on a des dessinateurs et on a des artistes, tu parles d'Elias, qui ont un travail artistique très dur, très politiquement engagé et tout ça. Mais pour nous, il fait des choses différentes. Mais il a une telle main, une telle capacité de composition et de raconter des histoires. Finalement, ce qui nous anime au quotidien, c'est de raconter des histoires. Quelle histoire on va bien pouvoir raconter pour un nouveau carré? Et c'est ça, dans le premier rendez-vous du dessinateur, qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire et comment tu as envie de la dessiner? Mais je dirais qu'il y en a qui utilisent d'autres outils. Par exemple, Gianpaolo Pani, c'est un artiste italien-français qui utilise beaucoup le tampon, qui est très graphique, qui a créé ses propres tampons. Et à chaque fois, moi, je me suis dit, mais comment il va faire, tu vois, sans avoir une main de dessinateur? Et je suis surpris à chaque fois comment il se renouvelle, comment il va chercher les inspirations, faire des tampons, reprendre des archives, les changer. Il s'inspire de carrés qui ont déjà existé pour les retravailler. Donc, on peut arriver sans forcément être uniquement dans le dessin ou dans la peinture, peut être dans le collage aussi, mais ça reste une vision quand même qui est assez personnelle et assez technique. La virtuosité, je crois que c'est le mot qu'on retiendra. Juste pour... C'est l'année du dessin chez Hermès. Plus que jamais, le dessin à l'honneur, c'est ça. Parce que chaque année, il y a une thématique pour l'ensemble de la maison Hermès. Oui, alors très rapidement, c'est une idée merveilleuse de Jean-Louis Dumas de 1987 qui, pour fêter les 150 ans de la maison Hermès, pour ces 150 ans, il a eu l'idée de donner un thème. C'était l'année du feu d'artifice. Il a créé 150 produits feux d'artifice et il a trouvé que c'était très joyeux, que les clients avaient trouvé ça sympathique, les créateurs aussi. Et en fait, depuis 1987, on raconte chaque année la maison Hermès via un thème qui est proposé, qui n'est pas imposé, dont chacun s'empare à sa manière, comme il le souhaite, que ce soit les équipes artistiques, mais aussi la communication ou même les ressources humaines. Voilà, tout le monde va s'emparer de ce thème pour raconter la maison, parce que chaque année, on va raconter Hermès de ce point de vue. Effectivement, on a beaucoup de chance, parce qu'en 2025, c'est l'année du dessin. Ça s'appelle le dessin sous toutes ses coutures en français. Et voilà, c'est une façon de montrer comment on travaille, d'expliquer, de raconter nos histoires aussi, et puis vraiment d'essayer de faire rêver les gens avec tous nos dessins. Bien, merci beaucoup. Vous l'avez partagé aujourd'hui tous les deux. Merci infiniment. Merci à vous.